Bonjour à tous, 10 minutes, comme le numéro qu'il portait. C'est la durée de ces podcasts qui vont compter les anecdotes des matchs les plus incroyables de sa formidable carrière. Alain Giresse, c'est 3 maillots, 587 matchs, 164 buts. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France, champion d'Europe avec les Bleus et entre autres, vice-ballon d'or France Football. Mais c'est aussi et surtout des centaines d'anecdotes incroyables. Gigi, aujourd'hui, on va évoquer la date du 2 mai 1984, la date symbolique du titre. Enfin, le titre pour les Girondins de Bordeaux, avec une victoire à Rennes, 2-0. Mais la saison a été difficile, Alain, n'est-ce pas? Oui, c'est ce jour-là qu'on va chercher le titre. Il fallait une victoire. On l'a réalisé. Et enfin, on était champion. On était évidemment tout heureux de ce titre et de là. Mais au-delà du titre, c'était aussi, comme vous l'avez dit, un objectif atteint des Girondins qui couraient après des années et des années, depuis 1950, sans titre. Et enfin, ce titre a été obtenu. Ça avait été un objectif qui avait été mis en place par le président Best. Et enfin, voilà, on était récompensés. Mais après, effectivement, une saison très compliquée pour y arriver parce qu'on a été jusqu'à la dernière journée avec Monaco et c'est que au goal average que nous avons été sacrés champions de France. À titre personnel, pourtant, vous faites une première partie de saison incroyable. Alors voilà, jusqu'à la trêve, on fait une première partie exceptionnelle et j'en fais partie. J'étais à la trêve, j'étais meilleur buteur, meilleur passeur et au classement des étoiles de France Football, j'étais premier. Vous voyez que on avait 6 points d'avance, donc tout se présentait pour le mieux pour la deuxième partie. Et il se trouve qu'après notre tournée dans les Antilles, on a eu du mal à se remettre en route, beaucoup de mal. On a perdu des points, on a perdu notre avance sur Monaco. Il a fallu batailler, on manquait de réussite dans tous les matchs. C'était compliqué et on s'est accroché. Il y a eu un match qui a été un match déclic, c'est un Bordeaux-Saint-Étienne, où là, tout d'un coup, nous avons réussi à gagner et bien gagner, 7-0. Je marque un but dans cette rencontre, j'en fais marquer 2. Et là, ce match, d'autres la victoire, nous a réconfortés, nous a permis de mettre beaucoup de buts et de soigner notre goal average. Ce qui fait que on a pu, sur la dernière partie, être coude à coude avec Monaco, même si on a perdu chez eux dans cet espace, mais jusqu'au bout on les a pas lâchés et on a, comment dirais-je, sur le fil on les a devancés pour prendre un terme cycliste. Cette année-là, quels sont les favoris du titre? On a fait partie on monte progressivement. En 81 on fait partie des équipes qui arrivent dans les 3 premiers pour jouer la Ligue Europa, la Coupe UEFA qui est la Ligue Europa maintenant. Donc on fait partie à Monaco, il y a toujours Nantes autour. Voilà un petit peu le trio qui va se batailler pour le titre. Nous avons affaire à des équipes qui l'ont déjà été. À Monaco, un peu plus précédemment que nous, Nantes aussi. Donc voilà, on est là-dedans. Et nous, on est encore un petit peu des inconnus, entre guillemets, du titre. Puisque je vous ai cité le nombre d'années, donc les Girondins étaient en attente. Mais quand même, on monte en puissance et on a une équipe qui prend de la dimension, il y a de la qualité, il y a des joueurs internationaux, il y a de l'expérience. N'oublions pas que nous avons aussi à l'intérieur des joueurs qui font partie de l'équipe de France. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut, Simplement savoir qu'un titre pour se gagner, eh bien, dans les derniers matchs, il faut avoir beaucoup de garder son calme, beaucoup de sérénité, de concentration, ne pas se laisser prendre par l'enjeu, maîtriser ses émotions. Et là, on a su le faire puisque en démarrant très mal cette deuxième partie de saison, on aurait pu tout d'un coup tout désagréger, mais non, on a tenu le coup, on a fait face aux conditions difficiles auxquelles on était confrontés pour maintenir notre objectif et ne jamais être mis hors de possibilité de gagner le titre. Alain, vous étiez capitaine à l'époque. Vous sortiez de cette Coupe du Monde 82 qui avait encore un écho auprès du public français. Quel traitement avaient les adversaires sur vous, sur un terrain? À travers de cette saison, mais même depuis toujours, dans le contexte des championnats de l'époque, il y avait
il y avait des numéros 10. Moi, j'étais numéro 10 à Bordeaux, Genghini, Platini, etc. avant qu'ils partent, mais il y a plein de numéros 10. Eh bien, nous avions un marquage individuel du numéro 6. Donc, à chaque match, moi, j'avais un garde du corps, voilà, qui me marchait pas. Je pouvais discuter avec lui de tout le match, pendant tout le match, et il était juste derrière moi. Et c'était très drôle. Et alors, je m'en souviens de quelques heures, et j'avais des repères pour me dire qu'aujourd'hui, ça sera plus facile pour moi qu'avec d'autres joueurs. C'était leur gabarit. C'est-à-dire, quand je voyais qu'il y avait un numéro 6 qui était un petit peu grand, je me disais, ah, mais tant mieux, comme ça, avec ma vivacité, il aura du mal à me contrôler, et je serai toujours en avance sur lui par rapport à mes appuis. Par contre, quand il y avait un joueur qui était légèrement plus grand que moi, donc, qui pouvait avoir la même mobilité sur les appuis, sur la vivacité, il me posait plein de problèmes. Après, il y avait des joueurs qui essayaient de déstabiliser. Il y a un garçon comme Jean-Claude Lemoux, le Titi parisien, qui arrêtait pas de parler. Il me parlait pour me déstabiliser. Il me parlait de tout et de rien. J'ai dit, mais il me fatigue. J'ai dit, lui, il faut pas que je l'écoute, parce qu'autrement, je vais pas passer au match. Après, vous aviez un garçon comme Claude Puel. Mais Claude Puel, il était d'une rigueur, d'un réalisme, là. Il rigolait pas. Et puis, il était là, jamais, il me lâchait pas d'un centimètre. Si j'allais voir du terrain pour me rafraîchir, mais il venait avec moi presque. Je lui donnais la bouteille pour qu'il boive un peu lui aussi, quoi. Enfin, des choses comme ça. Et ce qui est très drôle, parce que c'est après coup, quand on se retrouve, après là, on évoque ça avec ces joueurs-là, on en rigole maintenant, et voilà, c'est les à côté. Est-ce vrai que cette année-là, 83-84, vous parliez de garde du corps, René Girard était quand même là pour finalement vous protéger, ou dire à un milieu défensif ou défenseur qui vous chatouillait les chevilles, fais gaffe papa, parce que moi je vais te montrer que tu dois pas toucher à Gigi. Est-ce que c'est un peu vrai? Oui, bien sûr, heureusement, mais je parle de ceux qui étaient contre moi, mais il y en avait un de mon équipe, c'est René Girard, qui effectivement, qui était aussi qui était mon garde du corps. Il n'était pas contre moi, garde du corps. Effectivement, il intervenait à chaque fois que j'étais un petit peu bousculé, chahuté. Il a dit, attendez, oh les gars, je parle façon René Girard. Oh les gars, attendez là. Si c'est comme ça, je vais m'occuper du vôtre là. Vous allez rigoler. Alors vous allez baisser le ton. Sinon, moi je vais me mettre dans la danse comme ça. Et il y avait un côté rassurant pour moi, parce que je dis, attendez, voilà, j'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Et effectivement, il intervenait. Oh les gars, attention, voilà. Et j'adorais le comportement de René. Voilà, il était le joueur qui, j'ai toujours dit, René, c'est mon garde du corps à moi. Alain, on va évoquer maintenant ce Rennes-Bordeaux, quand même, dernier match. De mémoire, c'est le stade de la Route de Lorient à l'époque. Dans quel état d'esprit vous êtes? Racontez-nous ce match et ce retour à Bordeaux. Le match, pour moi, malheureusement, il était vite. J'étais blessé. Je m'étais claqué contre le PSG à Bordeaux sur un sprint. Et les 3 derniers matchs, je les ai fait comme spectateur. Et là, j'étais dans la tribune et pour commenter. Mais avant la fin du match, je n'ai pas pu tenir. Je suis descendu sur le banc de touche. Et sur le banc de touche, il y avait évidemment Aimé Jacquet. Il y avait le président Chaban-Delmas, qui était sur le banc de touche. Et on était tous là, à attendre la délivrance, le sifflet de l'arbitre. Et là, ça a été l'explosion. On courait dans tous les sens. Ça a été un moment énorme. Les vestiaires, voilà, une joie indescriptible que l'on avait tous, et un bonheur vraiment énorme. Ce sentiment ça y est, c'est abouti. Est-ce que vous vous rappelez du président Bess, comment il était, si lui, parce que c'est plutôt un flegmatique, est-ce qu'il était enfin un peu fou? Est-ce qu'il a vécu ce titre comme un moment aussi de joie et de communion, ou toujours finalement Non, toujours en réserve. Toujours en réserve. Moi, je savais très bien qu'à l'intérieur, ça bouillonnait, comme c'est pas possible. Il avait une formule. Il avait formule quand, après les matchs, et notamment des beaux matchs, il rentrait dans les vestiaires, on attendait la réaction, et il faisait, c'est bon, à peu près. Alors ça veut dire que c'est bon, c'est exceptionnel. Voilà, on avait tout compris. On connaissait son langage, on connaissait ses codes, voilà, c'était très bien. Et là, pareil. Mais sauf que il y avait le président Chaban-Delmas, etc. C'était, voilà, les vestiaires, et puis, on était pressé de rentrer à Bordeaux. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y avait des primes, des doubles primes, des triples primes à l'époque? Je pense, peut-être.
Mais pourquoi je dis je sais pas, on s'en préoccupait pas. La préoccupation, elle n'est pas de savoir. Bon, attendez, on va jouer à Rennes, président. Si on gagne, c'est double. Non, mais non, non. Le titre avant tout. Après, non, le reste, c'était pour nous, n'était pas à mettre en avant par rapport à ce type de match en termes de motivation. Allez, en un mot, Gigi, racontez-nous le retour quand même à Bordeaux. Alors, le retour, c'était la grande interrogation. On prend l'avion, on descend et on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et on arrive à l'aéroport. Et l'avion se gare un petit peu derrière les parkings là-bas sur le tarmac. Et on voit rien. On se dit voyez c'est Bordeaux, c'est pas Marseille. Et tout d'un coup, quand on arrive à proximité du hall, alors là, la folie. Ça, j'avais jamais vu ça et c'était exceptionnel, énorme. Les supporters, je vais pas vous raconter l'histoire, Eric, n'est-ce pas, hein? Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et là, je dis toujours, moi, j'ai traversé ce hall à 1m70 de haut. On me dit comment? Et quand je prends l'avion à Bordeaux, je me dis, bien sûr, je suis sur là. Et je regarde, je me dis, et dire qu'il y a un soir, là, tu es passé à hauteur, là, à hauteur d'homme, là, sur les épaules, j'étais sur les épaules, j'ai fini sur le toit d'une voiture. Et après, c'est parti, on est parti sur la place Gambetta. Alors là, vraiment, on pouvait pas l'imaginer et ça a donné encore une ampleur. On a pris conscience, vraiment, et voilà, Bordeaux, la région, les supporters, voilà. Alors là, c'est un truc phénoménal qu'on ne pouvait pas imaginer à Bordeaux, mais qu'on a réellement vécu ce soir-là. Gigi, dernière question très courte. Est-ce que c'est pas l'un de vos plus beaux souvenirs avec les Girondins, ce premier titre? Oui, parce que attendu, on l'espérait, on a bataillé pour ça, la communion qu'il y a eu, oui, c'est en termes de souvenirs, oui. Après le reste, on était plus habitués. Je dis pas que ça faisait pas autant plaisir, mais là vraiment, cette première, c'est le souvenir le plus énorme parce qu'on rentrait dans une autre dimension. Merci Gigi et à très bientôt pour un nouveau match et un nouveau podcast. À bientôt Eric, avec plaisir.